En fait, le constat qu'on fait maintenant de plus en plus, c'est que le social selling, c'est pas une nouvelle, comment dire, un nouveau réservoir d'astuces pour aller développer ses ventes. Non, c'est une façon de voir la vente qui devient de plus en plus en raccord, en harmonie avec ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les acheteurs deviennent autonomes. Il faut aujourd'hui être capable d'aller à leur contact sur les plateformes, et finalement, ça revient à redéfinir pas ce qu'est le social selling, mais ce qu'est la vente. Bienvenue sur le podcast Interaction, animé par Julien Dubouré, consultant en social media. Et Julien Bréal, spécialiste en acquisition client sur Internet. Chaque semaine, nous partons à la rencontre des professionnels du digital qui partagent avec nous leur histoire et leur expérience. N'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes et à vous abonner. Bonne écoute. Bon, on va commencer du coup Didier. Salut. Merci de m'accueillir ici, donc on est dans un espace de coworking. Effectivement, on est chez Startway, espèce qui est gérée par une filiale de la Poste, un espace magnifique où on peut venir louer un espace pour plusieurs jours, plusieurs semaines, mois, voilà. Faire de la formation comme je l'ai fait ce matin, ou bien sinon venir... Tu vas nous en parler rapidement, je pense, pendant le podcast. Alors, pour te présenter rapidement, du coup, Didier Castelnau, du coup, tu es le fondateur du Social Selling Forum. Club. Non, Social Selling Club. Donc, je pense qu'on va vraiment axer le podcast sur la partie Social Selling. On va essayer un petit peu quand même de définir ce que c'est, parce qu'il y a quand même des gens qui ne connaissent pas encore aujourd'hui. Et on va bien sûr axer sur, je pense, sur la partie fait. Tu me diras ce que tu en penses, c'est toi le spécialiste là-dedans, sur la partie quand même aussi LinkedIn. Avant du coup d'entrer sur la partie du coup social selling, est-ce que tu pourrais quand même dire aux auditeurs qui nous suivent sur le podcast Interaction, comment tu es arrivé du coup à faire ça aujourd'hui et qu'est-ce qui a fait que tu t'es construit aussi pour arriver à ça? Ouais, effectivement. Alors en fait, ça tient à un parcours en fait. Moi, j'ai créé plusieurs structures sur Internet, j'ai fait pas mal de choses. J'ai été journaliste d'abord au départ. J'ai été sur un des premiers portails d'infos liés au net. J'ai créé plusieurs boîtes sur Internet. Et pour le coup, j'ai, à l'occasion de mon parcours, à un moment donné, eu la chance de me rapprocher d'un expert du SEO, la visibilité sur Google. D'accord. Donc j'ai accompagné sa structure pendant 4-5 ans. Et j'ai vu, en parallèle du fait que c'était quand même bien intéressant d'être bien visible sur Google, j'ai vu la montée en puissance des réseaux sociaux. Alors évidemment Facebook au départ, et puis bon, dans une moindre mesure vidéo, et quand même LinkedIn qui montait en puissance. Alors comme tout le monde, c'est tout con, j'ai créé un compte sur LinkedIn il y a bien longtemps, je crois que c'était en 2007, d'ailleurs LinkedIn me dit que c'était en 2007, et donc j'ai créé mon compte comme tout le monde pour avoir ma fiche, sans forcément savoir exactement à quoi elle allait me servir, mais pour peut-être travailler un peu de visibilité, en tout cas y être. Et il se trouve que au fil des années, donc j'ai comme je l'ai dit, eu différents parcours. J'ai quitté la structure que j'ai accompagnée à un moment, et je voyais bien cette évolution, justement, le SEO qui était monté en puissance et arrivé à une certaine maturité, les réseaux sociaux qui commençaient à monter très très fort, et avec LinkedIn, je commençais à prendre conscience progressivement, sans forcément bien le sentir, mais que il se passait quelque chose. Et en fait, il est venu un moment où je me suis intéressé aux stratégies d'apport d'affaires, où je recréais encore une nouvelle activité. Et je me suis dit, je vais aider des copains à développer leur structure. Et je vais évangéliser sur le sujet de l'apport d'affaires. Alors, l'idée, c'était quoi? C'était d'utiliser des outils de prospection pour pouvoir trouver des clients pour d'autres structures, et puis me commissionner sur des ventes. Et pour le coup, un jour, j'utilise LinkedIn après avoir complètement négligé le sujet, c'est-à-dire que j'avais 700 contacts sur LinkedIn sans avoir fait grand-chose. J'avais laissé le compte grandir comme ça, des gens qui m'ajoutaient, sans forcément me dire que j'allais interagir avec ces gens-là. Et à une occasion, je me dis, tiens, il y a tel type d'organisation qui m'intéresse, plutôt une belle organisation. En fait, c'était un syndicat professionnel qui fédère 300, 400 entreprises, peut-être même davantage. Et je me dis, ces gens-là peuvent être intéressés par la presta d'un copain. Et j'envoie un message sur LinkedIn en me disant, on ne me répondra jamais. Et en fait, on me répond. S'engage une petite conversation rapide. Je propose d'échanger par email avec les personnes. On échange les téléphones. On échange 1 ou 2 emails. Je complète ma petite recherche d'informations grâce à LinkedIn. Le rendez-vous se fait. Et à l'occasion du rendez-vous, je découvre qu'en fait, il y a un appel à projet pour 30 000 €. Et pour la petite agence, la structure de mon copain, 30 000 €, c'était intéressant, c'était un beau projet. Et là, je me suis dit, mais waouh, pendant toutes ces années, je suis passé à côté d'un gisement, en fait, d'un vivier. Un vivier de contacts, un vivier de prospects, un vivier d'apporteurs d'affaires potentiels. Et donc,
à partir de ce moment-là, on est dans 2014-2015, je me suis dit, waouh, il se passe vraiment un truc, et que ce soit pour des stratégies d'apport d'affaires ou pour moi, si un jour j'ai un produit que je souhaite vendre, si je veux développer de l'activité pour d'autres, pour moi, je me suis dit, ça vaut vraiment la peine de creuser le sujet. Alors, vu que je suis un peu geek, parce que je viens du monde de l'informatique, j'ai même été journaliste dans l'informatique, je me suis dit, quitte à me mettre sur le sujet, autant y aller carrément. Et donc j'ai exploré en fait en termes d'outils, en termes de stratégie, pourquoi pas même d'algorithmes exploitables. J'ai exploré différentes pistes pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait et pour voir comment est-ce qu'il était possible évidemment de monter en puissance sur le réseau en développant un réseau, une forme de visibilité auprès de certains contacts, des contacts intéressants, des dirigeants, des décideurs, des acheteurs. Et j'ai cherché à mettre aussi à profit finalement les connaissances que j'avais sur le contenu, sur le SEO, sur différents sujets qui sont connexes du monde du marketing. Et donc ça m'a amené à me positionner sur ce qu'on appelle aujourd'hui le social selling, c'est-à-dire en gros, alors on a plusieurs définitions du social selling. Voilà, si tu peux du coup définir, c'est top. Voilà, on va en donner une. Alors, je vais vous donner la mienne directement, parce qu'on a coutume de dire ou d'entendre, et moi je respecte cette définition qui n'est plus la mienne, qui consiste à dire c'est l'art et la manière de vendre avec les réseaux sociaux. Sauf qu'en fait, le closing ne va pas forcément se faire sur les réseaux sociaux. Et mon sentiment, c'est qu'en fait, on passe un petit peu à côté du sujet avec cette définition qui est intéressante, que j'ai intégrée au départ, mais que j'ai fait évoluer pour me dire qu'en fait, le social selling, c'est le fait de développer une relation interpersonnelle. C'est là où en fait il y a la différence avec le marketing classique, où on va avec l'emailing ou d'autres outils peut-être arroser, communiquer au grand nombre, c'est one-to-many. Non, là avec le social selling, on est en capacité, même si on utilise les outils du marketing, de développer une vraie relation humaine avec des personnes en one-to-one, et en utilisant évidemment les réseaux sociaux, mais aussi beaucoup Internet au sens large, et notamment Google par exemple. Et pour moi, l'un des premiers outils qu'on utilise en social selling, c'est Google, peut-être même avant LinkedIn. Alors, on comprend bien, social selling, on développe une relation interpersonnelle en s'appuyant sur Internet et les réseaux sociaux, LinkedIn ou autre, mais dans une optique qui est à la fois la vente, mais aussi celle de la relation client. Parce que maintenant, on le voit bien, quand un client est fâché, en fait, il est capable de s'exprimer sur les réseaux sociaux, donc on doit prendre en compte ce genre de nouvelles donnes. Voilà, donc cette définition-là, elle prend en compte plusieurs choses. La relation interpersonnelle, les outils, c'est pas que LinkedIn. Alors moi-même, j'évangélise beaucoup autour de LinkedIn, mais ça n'est pas que les réseaux sociaux B2B. C'est aussi une forme d'aisance avec les outils du digital, les applications mobiles, la façon de rechercher l'information, la façon de qualifier une information. Maintenant, de plus en plus, exploiter d'autres outils de technologie, le big data, l'intelligence artificielle, ça va se greffer au social selling. Et donc, on doit pouvoir prendre ça en compte dans une définition relativement large. Et en fait, le constat qu'on fait maintenant de plus en plus, c'est que le social selling, c'est pas une nouvelle, un nouveau réservoir d'astuces pour aller développer ses ventes. Non, c'est une façon de voir la vente qui devient de plus en plus en raccord, en harmonie avec ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les acheteurs deviennent autonomes. Il faut aujourd'hui être capable d'aller à leur contact sur les plateformes, et finalement, ça revient à redéfinir pas ce qu'est le social selling, mais ce qu'est la vente. D'accord, très bonne entrée, très bonne entrée. C'est un changement bavard. Entrée en matière. Ouais. Non, c'est très bien ce que tu nous as dit. Est-ce que, du coup, là, on a défini ce qu'était le social selling. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, selon toi, si tu as un avis sur un petit peu l'évolution que prend un petit peu le social selling, et qu'est-ce qui, selon toi, va changer là, bientôt qu'est-ce que tu perçois, toi, comme évolution? Alors, disons que le premier piège qu'on a pu constater par rapport au social selling, c'était de considérer que c'était un nouvel ensemble d'astuces, de petites astuces, de stratégies qui allaient être applicables sur LinkedIn, et ça a amené certains une sorte d'impasse. C'est-à-dire en gros se dire ok, il y a un réseau social, il y a une base de contacts, je peux leur envoyer des messages. Qu'est-ce que je fais? Je vais garder les anciens réflexes de la prospection à la papa à l'ancienne, par exemple de l'email marketing. Je vais créer un message sympa, plutôt vendeur, et boum, je l'envoie à plein de gens. Quitte à entrer en rupture avec les conditions générales d'utilisation de LinkedIn, qui ne va pas forcément apprécier ça. C'est assimilable à du spam. Et le problème, c'est que certains se sont dit, c'est ça le social selling. C'est en gros utiliser les bonnes vieilles recettes d'avant sur des plateformes nouvelles où on peut avoir davantage d'informations, interagir peut-être un peu mieux avec les gens. Bon, ça revient à se planter. En fait, l'évolution majeure,
elle correspond à une forme de maturité, c'est que maintenant on comprend bien qu'il y a un nouveau paradigme, il y a un nouveau monde dans lequel on vit qui est celui de l'autonomie des acheteurs. Ils sont susceptibles d'échanger, de partager leur retour d'expérience, d'interroger des confrères, d'interroger d'autres personnes pour savoir quel prestataire travailler, pour aussi donner leur coup de gueule. Pas plus tard que ce matin, je voyais quelqu'un d'assez influent qui a lâché un coup de gueule énorme sur une marque très connue en disant, bah voilà, ils m'ont, voilà, dans le cadre du contrat qu'on avait signé avec eux, ils m'ont vendu en douce tel ou tel truc que je n'avais pas prévu. J'ai été facturé pendant des mois et en fait ça a généré un vrai remue-ménage. Il y a peut-être, je sais pas, 200 likes sur le contenu, une cinquantaine de commentaires. Il y a carrément le directeur commercial ou un ancien directeur commercial de la structure qui est intervenu pour dire ouais, ok, on entend, on va corriger ça. Bon, donc ça c'est une nouvelle donne, c'est-à-dire que ok, il y a une interface, on peut considérer comme certains l'ont fait, que LinkedIn c'est un gigantesque annuaire. Mais non, c'est un écosystème où il y a des conversations. On peut entrer dans ces conversations. Il faut y aller à pas feutrer au départ. Il y a une certaine éthique à adopter, une certaine posture à comprendre. Et ça veut dire qu'on doit ne pas se contenter de voir le social selling comme une collection de recettes. Non, c'est vraiment une façon de se présenter à l'autre dans une optique de vente. Ok, on comprend, on est là pour faire du business, mais en faisant en sorte d'apporter de la valeur et donc en étant capable d'engager les conversations, d'avancer, j'ai envie de dire, à visage découvert, et même justement de profiter du fait qu'on devient visible pour être très visible, rendre visible son offre, ses valeurs, communiquer autour de ce qu'on fait, autour de ses réussites. Bref, ça ouvre un nombre d'horizons mais incroyable et ça change radicalement les approches traditionnelles du monde du marketing et de la vente, où chacun est un petit peu dans sa tour d'ivoire, les commerciaux sont sur le terrain, les équipes marketing construisent un message pour les plaquettes commerciales, pour le site web, parfois certains sont dans leur tour d'ivoire en étant décorrélés de ce qui se passe sur le terrain, et donc finalement on voit dans les grandes structures que ça ne marche pas, même dans les petites. Et donc pour le coup, le social selling, ce qui est formidable, c'est que ça permet de réconcilier les équipes, on est en prise avec le marché, on est en prise avec les acheteurs, on peut discuter avec eux, on peut constater on peut observer ce qu'ils lisent, on parle même de social listening, c'est-à-dire d'écouter ce que sont les conversations de vente. Et pour le coup, ça amène à revoir la copie de cette organisation classique qu'on avait, le marketing d'un côté, les commerciaux de l'autre. Ça amène à être aussi inventif en termes d'approche, c'est un sujet passionnant. Oui, de toute façon, c'est un peu aussi ce qu'on voit sur la partie globale sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est vraiment sur des médias conversationnels. Et là, comme tu l'as dit, bien sûr, tu as évoqué la partie sur la personne qui a fait un phénomène d'un petit peu de crise, un petit bad buzz. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, et ce qui fait qu'après, voilà, comme les gens prennent la parole et que chacun a le même pouvoir de base pour s'exprimer, ça fait que après il y a des enjeux d'irréputation qui sont dessus, et très clairement c'est vrai que sur la partie social selling, je crois que tu as tout à fait raison aussi de dire que il ne faut pas avoir comme premier objectif, et je le dis souvent aussi aux gens que j'accompagne sur ça, c'est que faut pas avoir comme premier objectif de vouloir vendre un truc quelque chose. Il faut d'abord essayer, surtout je pense, de montrer ce qu'on peut apporter aux personnes qu'on essaie de rencontrer, et aussi s'intéresser à ces personnes-là. Ça me paraît quelque chose de basique. C'est comme si dans la rue tu croises quelqu'un, tu as pas dessus de lui demander bonjour, est-ce que tu veux m'acheter, est-ce que tu veux qu'on se voit pour prendre un café. Non, c'est d'abord on essaie de se renseigner un peu sur la personne, de s'intéresser un petit peu à elle. Exactement. En fait, et on n'a pas d'excuses, parce que là, avec les plateformes, on a accès à plein d'informations. Le profil de la personne peut donner des informations sur elle, son parcours, sa société. On a Twitter, on a Google qui permet d'en savoir un peu plus aussi sur l'entreprise. Avoir quelqu'un qui vous appelle sans avoir passé quelques secondes ou minutes pour savoir qui vous êtes et vous appelle de but en blanc pour vous vendre un truc, mais ça appartient au passé. Et je reçois encore parfois des coups de fil de gens qui m'appellent sans avoir ne serait-ce que même cherché qui j'étais, le nom de mon site, ma structure, ou même mon nom et prénom sur LinkedIn. Et je leur fais un mini-cours en leur expliquant, mais écoutez, vous êtes complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus vous entendre. Ou alors, il faut vraiment être très très fort pour arriver à défendre une offre de valeur, un produit ou un service, en essayant comme ça d'appeler des gens à l'aveuglette. Moi, j'ai coutume de dire, le social selling, c'est mettre un visage, mettre un parcours de vie sur les personnes qu'on va appeler. Par opposition à ce qu'on pouvait faire il y a 20 ans, qu'est-ce qu'on faisait? On pouvait acheter une liste de contacts, on ne savait pas qui on appelait, on avait juste un nom, un prénom, une adresse, un numéro de téléphone et on appelait au pif. Aujourd'hui, on a des années-lumière de ça. C'est sûr. Et donc, on construit de la valeur, effectivement, on construit de la relation et de la valeur. Ok. Est-ce que tu pourrais, selon toi, donner quelques évolutions que tu peux apercevoir sur la plateforme LinkedIn aujourd'hui? Alors, il y a clairement quelque chose qui est en train de monter en puissance, c'est la vidéo.
D'accord. Parce que LinkedIn a pris du retard par rapport à Facebook notamment, qui nous a dit d'ici quelques années, le fondateur de Facebook a dit que 80% du contenu à terme serait de la vidéo, et on en voit effectivement de plus en plus sur nos flux. Sur LinkedIn, c'est arrivé en cours d'année, c'est en train de se développer assez fortement. Et là aujourd'hui en France, sur nos applis mobiles, on a maintenant le petit bouton qui nous permet de nous filmer en vidéo. Ce qui veut dire que ça devient quelque chose d'accessible à tous. Et le défi auquel on va être confrontés, tous, les professionnels, ça va être de savoir utiliser ce nouveau type de média pour pouvoir communiquer, on va dire informer même des prospects avec lesquels on échange sur des nouveautés, sur de l'actualité, parce que parfois les signatures peuvent être longues, et on a à faire ce qu'on appelle du lead nurturing, c'est-à-dire en gros, même quand on est en phase de prospection, simplement d'identification de contact, faire en sorte qu'eux puissent en savoir plus sur nous. On leur pousse de l'information, en tout cas on leur donne lisible, accessible de l'information sur ce qu'on fait, sur les réalisations qu'on a pu avoir, sur les réussites, sur notre vision des choses, notre expertise. Et tout ça, on doit apprendre à le communiquer parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Et il faut bien prendre conscience du fait que ce qui ne se voit pas n'existe pas. Et que l'offre sur le marché est tellement large qu'un prospect peut très vite aller sur le site d'un concurrent, faire une petite requête sur LinkedIn ou ailleurs, et entendre parler en quelques minutes de 2, 3, 4, 5 offres concurrentes. Alors justement, j'aimerais ton avis sur la vidéo, parce que moi j'ai fait quelques essais sur au niveau de ce nouveau média pour communiquer. J'ai quand même l'impression qu'encore sur LinkedIn, alors tu vas me corriger si je me trompe, que c'était encore un réseau social qui va privilégier encore un peu plus. J'ai encore l'impression encore aujourd'hui le texte, plutôt que même la partie média, photo ou même vidéo. Alors il y a avec quelques copains qui s'intéressent au social selling, on a pu échanger, communiquer sur des chiffres ou des retours d'expérience par rapport au fait de mettre un lien ou pas dans un contenu, de mettre une photo ou pas. Est-ce qu'on a un peu plus de vues selon qu'on ait par exemple un lien directement dans le premier commentaire. Voilà, exactement. Ce qui fait, mais c'est complètement con quand on y pense. Aujourd'hui, pour pouvoir entre guillemets ruser avec l'algorithme de LinkedIn, on en est à publier un commentaire et à mettre un lien qu'on aurait voulu partager plutôt dans un deuxième commentaire qu'on va mettre immédiatement après. Pourquoi ? Parce que ça nous donne davantage de chances, c'est un site davantage LinkedIn à partager notre contenu. Ah donc tu dirais, du coup tu mets parce que moi souvent ce que je fais c'est que je mets mon post, mon lien externe je le mets dans le premier commentaire. Oui c'est ça. Le premier commentaire tu parles. Premier commentaire. Tu faisais 2 commentaires. Non. Tu publies, ce que LinkedIn appelle un post. D'accord. Et pour le coup effectivement le premier commentaire, alors évidemment tu publies ton post, tu te dépêches tout de suite de mettre un commentaire pour que personne n'arrive derrière et tu mets ton lien. Bon, c'est artificiel, on marche sur la tête, mais en même temps c'est une prise en compte de la façon dont LinkedIn fonctionne. C'est un peu du truc et astuce, mais c'est intéressant de le prendre en compte. Par rapport à ta question sur la vidéo, mon sentiment c'est que clairement LinkedIn va mettre en avant les contenus vidéo. Il y a un vrai appétit. Nous, en tant qu'humains, nous sommes des animaux visuels. La vidéo, c'est un canal ça véhicule de la transparence, une forme d'authenticité, clairement, quand on voit un décideur, un entrepreneur ou un professionnel, quel qu'il soit, parler de son métier, parler de ce qu'il fait. S'il est trop dans le marketing, on le détecte. S'il est dans la sincérité, on le sent et ça nous donne envie d'en savoir plus. Et paradoxalement, même les petites erreurs de langage, les petites hésitations, tous ces éléments qui nous permettent de sentir qu'on n'est pas dans le bluff, ça nous permet de créer du lien, de la relation avec la personne. Et ça nous fait dire, quand on regarde la vidéo, ok, cette personne-là me raconte des choses qui me parlent, j'ai envie de lui faire confiance et je vais peut-être aller plus loin avec elle. Mais c'est la partie authenticité. Je crois que c'est vraiment... c'est un critère qui est primordial. Il ne faut pas aussi, je pense, aussi avoir peur de il y a beaucoup de gens qui ont peur aussi de se lancer. Au début, on va faire des erreurs, ça ne sera pas parfait. Alors, il y a beaucoup de professionnels qui sont tétanisés, qui flippent en fait des risques souvent fantasmés, supposés, du fait de publier, de s'exposer en fait sur les réseaux sociaux. En fait, souvent, les gens craignent d'un retour de flamme. C'est-à-dire, en gros, oui, mais bon, si je commence à m'exprimer sur mes offres, sur mon entreprise, je cours un risque. Peut-être que les concurrents vont me débiner. Si un client fâché commence à rentrer dans la discussion, comment réagir ? Alors, ce genre de situation reste quand même très marginal. Et alors, il y a des approches, évidemment, qui permettent d'éviter. Il ne faut pas non plus fanfaronner et puis dire qu'on est les champions du monde. Alors là, évidemment, on peut toujours avoir un client fâché. Qui interviennent. Mais quand bien même on a quelqu'un qui viendrait s'inscrire en faux, qui viendrait nous tacler dans les genoux. Bon,
on a la possibilité, dans ce cas, de rebondir, en fait, de pouvoir donner à entendre ses propres arguments pour défendre ce qu'on est. Parce que de toute façon, si on ne le fait pas ailleurs, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, des conversations sur nos marques, sur nos offres ou autres vont avoir lieu ou ont déjà lieu. Et si on a, on va dire, des gens qui nous débinent, qui nous reprochent des choses, de toute façon, ils s'exprimeront. Moi, il y a une requête que je fais systématiquement avant d'acheter un produit. Quand j'hésite sur un fournisseur ou autre, je tape sur Google arnaque plus le nom de la marque. En fait, pourquoi ? Ça permet de retomber très très vite sur des forums où on a des gens qui font dire voilà, moi j'ai eu tel problème de livraison, de fiabilité sur un service, sur un produit ou autre. Donc dans le B2C, ça se fait beaucoup sur les produits grand public. Dans le monde professionnel, ça va se faire de plus en plus parce que, là j'ai pris le mot-clé arnaque, mais sur d'autres mots-clés ou sur d'autres thématiques, on va de toute façon avoir cette remontée, on va dire, à la surface de choses qui jusqu'à présent n'étaient pas visibles. Et le net, aujourd'hui, rend visible énormément d'informations. Et donc, on a beaucoup plus intérêt à, j'ai envie de dire, monter sur le cheval et partir au galop et profiter de toutes ces opportunités de communication, plutôt que de rester trop timoré dans son coin et laisser les autres parler de soi sans maîtriser justement ce qui est dit. Ah, tu prêches un convaincu sur ça. Je pense aussi qu'après, il faut accepter aussi de sortir de sa zone de confort et les gens aussi ont un peu de mal. C'est une vraie transformation. Ouais. Effectivement, en fait, la difficulté, donc bien souvent, les gens sont dans une logique pas hostile, pas forcément hostile. Beaucoup de gens comprennent l'intérêt, mais ne savent pas exactement comment il est. Et donc là, il faut expliquer. On a vulgarisé, on doit faire prendre conscience de certaines bonnes pratiques, démystifier certaines choses. Et pour le coup, en fait, il y a différentes façons d'avancer par rapport aux réseaux sociaux. Ça peut être au départ tout simplement déjà en ayant un profil qu'on puisse revendiquer, dont on soit fier. Bien souvent, ça peut être un obstacle, c'est-à-dire que si on a un profil ou un parcours qu'on n'estime pas valorisé, on n'a pas tellement envie de prendre la parole sur les réseaux sociaux parce qu'on n'est pas fier de son profil. Donc c'est déjà un premier élément de travail qui permet de débloquer le frein à main. Voilà, tout simplement. Si on a un profil qui tient la route, dont on se sent relativement fier, moi ce que je constate, c'est que les gens sont beaucoup plus volontaires pour aller sur les réseaux sociaux. Ensuite, après en termes d'interaction, on peut y aller petit à petit, on n'est pas obligé de lâcher les foufs tout de suite. On peut commencer à liker quelques contenus, on interagit, on poste un ou deux commentaires, et puis on peut aussi partager du contenu autour de son secteur d'activité pour valoriser de l'expertise. Et idéalement, on commente ce contenu, c'est-à-dire qu'on donne à voir un regard d'expert ou un avis, on peut commenter un chiffre, on peut commenter une actualité. Et donc ça permet en fait de se positionner par rapport à son marché. Parce qu'encore une fois, si on ne prend pas la parole, c'est comme si on n'existait pas. Et donc ça permet de commencer à apprivoiser la plateforme, comprendre les logiques de tiens, il y a du like, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un commente un message, qu'est-ce que je peux faire pour interagir, quelle est ma zone de confort par rapport à ça, je travaille mes éléments de langage, ce que j'ai à dire, la façon dont je peux le dire, je comprends aussi ce que me permet de faire l'interface, j'écoute des nouvelles façons d'interagir avec les gens. Il y a un horizon à explorer qui est assez vertigineux. Enfin, moi, j'apprends tous les jours encore avec LinkedIn et j'ai beau connaître le sujet, je pense que je peux revendiquer cette étiquette d'expert par rapport à LinkedIn. Encore aujourd'hui, j'apprends régulièrement tous les jours. C'est une matière vivante. Alors, deux questions qui me viennent du coup comme ça en t'écoutant. J'aimerais que tu t'entendes sur deux points du coup. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme premier conseil à une personne qui est déjà sur LinkedIn mais qui patauge un petit peu, qui a un peu de mal peut-être à avoir la visibilité, peut-être trouver un travail. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner aussi comme signal ? Tu sais que sur LinkedIn, il y a 80% des gens qui sont inactifs et il y a une très grande majorité de personnes qui ont juste un profil. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil ou pour faire que ces personnes puissent... Pour leur mettre le pied à l'étrier. Voilà, tout à fait. Alors déjà, premier point, c'est effectivement travailler son profil. C'est vraiment le b.a.-ba, j'ai presque honte de le dire, mais c'est un premier élément de départ qui fait que si on n'est pas un tant soit peu à l'aise avec son profil, on n'ira pas loin. Bon. Considérons que le profil est ok, voilà, on a une photo qui est sympa, et puis on a pu expliquer en quelques mots, alors moi dans ma formation j'explique comment faire, on a pu expliquer en quelques mots une offre de valeur sur son profil. D'accord. Ensuite, l'idée, ça va être de commencer à interagir. Et ce que j'ai évoqué, c'était des pistes, c'est-à-dire que c'est pas forcément très engageant, et en même temps, ça fait encore peur à pas mal de professionnels, mais on peut tout simplement liker, commencer à publier du contenu, non pas en faisant un article directement, mais au moins en donnant son avis sur un sujet. Et le fait de donner un avis sur un sujet, ça va être un premier pas qui va permettre, pourquoi pas, d'aller vers finalement quelque chose d'un peu plus long. Parce que quand on fait un commentaire, on est limité en fait en termes de signes. On ne peut pas faire un commentaire trop long. Et il peut venir un moment où on se dit
non mais là ça c'est un sujet qui me gratouille, là c'est pas possible, j'ai un truc à dire, ou non mais là franchement avec mon client on a fait beaucoup mieux, et donc on a envie d'en parler. Eh bien, il faut rebondir sur cette énergie que ça nous donne, sur ce moment où on se dit moi j'ai un truc à dire. Ça peut être aussi après une conversation téléphonique avec un prospect qui s'est bien passé, on se dit waouh, là j'ai donné des éléments convaincants, il s'est passé un truc, il y a une magie, une alchimie entre nous deux, peut-être que ce que je lui ai expliqué au téléphone, je pourrais le dire dans un article. Et donc à un moment donné, on va passer par l'écrit pour pouvoir mettre ça en musique, et puis donner à entendre aux autres ce qu'on pense de son métier, la façon dont on voit, ce qu'on imagine comme bonne pratique par rapport à son métier. Enfin bref, on a énormément de choses à partager. Et c'est pas forcément des choses très très sophistiquées ou très compliquées. On peut tout à fait rappeler des fondamentaux, parce que autour de soi, ce qu'on va vite constater, c'est que ce qui est évident pour nous, ça l'est pas pour les autres. Souvent, un prospect, il faut lui apprendre plein de choses, il faut aussi un peu l'éduquer par rapport au sujet. C'est pas quelqu'un qui sait tout, c'est quelqu'un qui a une difficulté, un objectif, un besoin, et bien souvent, on a beaucoup de choses à lui apporter, à lui expliquer. Et donc un article, ça peut être un prétexte. Donc le fait de rebondir sur un commentaire, par exemple, sur une actualité qu'on voit passer, ça peut être une façon de passer à la création de contenu. Alors en même temps, on va être, c'est vrai, bien souvent un peu déçu du fait qu'il n'y a pas un nombre de likes ou non, une visibilité majeure sur le contenu. Et il y a deux axes de travail par rapport à ça. Le premier, c'est de développer son réseau. Parce que si on a un petit réseau, si on publie du contenu pour un petit réseau, ça ne va pas être très visible. Donc, on a une stratégie de développement de réseau vers vers un public qualifié qui nous intéressera. Et tout en développant son réseau, on a aussi probablement sa communication à travailler, la façon dont on va valoriser ce qu'on fait, le contenu qu'on va rédiger. Si on n'est pas forcément à l'aise avec l'écrit, on peut aussi imaginer de faire de la vidéo. Donc on a différents types d'outils qu'on peut activer. Et l'idée, c'est en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on a envie de partager, de trouver les bons réglages avec le bon outil de communication, les bons éléments de langage. Alors seul c'est difficile, seul c'est pas facile à trouver, c'est pour ça que des gens comme moi existent pour pouvoir proposer de la formation, de l'accompagnement via Social Selling Club. D'accord, moi je suis vraiment... tu vois, quand je pars, on peut parler pendant longtemps. C'est très bien, c'est le but qu'on puisse échanger sur ça. Qu'est-ce qui, toi, du coup, au quotidien, quand tu du coup, tu proposes une prestation où tu accompagnes les gens, c'est sur combien de temps que tu accompagnes les personnes Alors, en fait, il y a la possibilité pour les gens très pressés d'avoir une forme d'accompagnement éclair en 4 semaines. Ça, c'était quelque chose que minimum 4 semaines. Voilà. Disons qu'en fait, souvent, des gens viennent à moi en me disant, voilà, dans notre entreprise, on a 3-4 commerciaux, on aimerait bien pouvoir les former une demi-journée à LinkedIn. Alors, ça, c'est la demande quasi massive dans les grandes structures, comme les petites TPE ou PME. J'entends ça souvent. Malheureusement, une demi-journée, c'est pas suffisant. Ouais. Parce que d'une part, on doit comprendre, on va dire, ce que peut proposer la plateforme. Enfin, LinkedIn en soi, c'est un véritable écosystème, donc il faut comprendre comment ça fonctionne. Mais surtout, on a à comprendre, on va dire, les postures. On n'est pas dans une logique de je pousse un message commercial en espérant que tout de suite ça morde et qu'une vente se fasse. C'est pas du tout ça. On doit apprendre à créer une relation, valoriser des offres, être relativement patient, parce que, à moins qu'on soit sur un produit, sur de l'achat d'impulsion, on va quand même devoir éduquer, entre guillemets, le prospect, lui expliquer les choses, lui laisser le temps de la réflexion. Dans le monde des entreprises, dans le monde du B2B, business to business, on doit bien souvent avoir affaire à des cycles de décision qui prennent du temps, parfois des semaines ou des mois, avec 3, 4, 5 décideurs, un chef de projet, peut-être le dirigeant de l'entreprise, un directeur marketing, des techniciens, des gens de la comptabilité, un directeur financier ou autre. Bref, on a finalement plusieurs personnes à convaincre. Et c'est vrai que LinkedIn, ça peut être aussi un outil fantastique pour pouvoir toucher ces gens-là et leur donner accès aux informations, aux arguments qu'on a. Et donc pour le coup, en termes de durée, on va dire expliquer tout ça et aider à faire en sorte que ça se traduise par des actions efficaces, ça prend du temps. Parce qu'on touche à une transformation de soi, on doit apprendre soi-même, tous dans les équipes, à adopter ces outils-là, on doit apprendre d'une certaine mesure à devenir visible, il faut assumer son image, il faut assumer le fait que sur une plateforme, LinkedIn, il y ait sa photo et qu'on puisse prendre la parole de façon publique, donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et à côté de ça, on a une relation à construire avec des prospects, ça prend du temps. Il se trouve qu'en fait, à chaque étape de la relation avec les prospects, on a des nouvelles choses à apprendre.
qui peuvent jouer par l'interface, qui peuvent se nouer à travers la façon d'échanger. Tout le monde n'est pas, on va dire, un champion de la vente, et on a tous beaucoup à apprendre les uns des autres. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, on crée une petite dynamique collective au sein de l'entreprise ou même avec d'autres personnes. Dans le temps, on puisse apprendre et monter en puissance. Et c'est ce qui explique que l'accompagnement, souvent, va se faire sur plusieurs semaines, évidemment, mais même plusieurs mois. D'accord. Et du coup, sur cette partie accompagnement, qu'est-ce qui, toi, te plaît le plus et qu'est-ce qui te plaît un petit peu moins au quotidien sur cette partie-là? Alors moi, ce que j'adore, c'est voir comment... c'est la petite étincelle dans le regard de la personne que j'ai en face de moi qui a compris et qui se dit « Ah ouais, mais alors ça, on va pouvoir le faire, on va débloquer tel ou tel point. » Et qui voit du potentiel. Et en fait, quand on met en face ma connaissance des outils ou celle des gens avec qui je travaille, la connaissance de notre équipe, avec, on va dire, le savoir-faire, la connaissance du secteur des gens qui vont pratiquer le social selling, là, ça peut faire des merveilles. Et on a des situations où des gens ne savaient pas comment aller vers tel prospect, d'une grosse structure. Vous avez parfois des gens qui rêvent de bosser avec telle ou telle boîte. Et là, en fait, tout devient possible. On peut identifier qui est le décideur, on peut avoir beaucoup plus d'informations sur l'actualité de la boîte, on peut identifier qui connaît qui. Et donc ça permet de tisser des liens, de développer une stratégie qui permet à terme de devenir beaucoup plus convaincant, plus séduisant auprès des boîtes avec lesquelles on a envie de travailler. D'accord. Et le côté peut-être qui te plaît un peu? Alors le côté... Ouais, le côté... Peut-être qu'il n'y en a pas. Alors moi j'adore être donc dans l'échange et j'apprends beaucoup aussi des gens avec qui je communique et je partage. Pour les coups, dans la frustration, ça va être bien souvent le fait qu'au niveau du management, on n'est pas forcément intégré ces changements. Quand on est un décideur, c'est pas forcément une affaire d'âge ou de génération, mais c'est vrai que quand on n'a pas vécu avec un téléphone mobile qui nous donne accès à tout Internet dans la poche dès le départ, quand on voit le numérique plutôt avec méfiance, ça aide pas à comprendre ces nouvelles postures. Et en même temps, il faut bien comprendre que les choses bougent à une vitesse assez impressionnante. On parle maintenant d'intelligence artificielle, on a des technologies comme les chatbots ou autres qui peuvent démultiplier des efforts en termes de marketing. Donc il y a tout un arsenal d'outils, de technologies qui deviennent disponibles. Parfois elles sont disponibles pour des coûts ridicules, donc ça veut dire que tout le monde peut y avoir accès. C'est quelques dizaines, au maximum quelques centaines d'euros par mois. Mais en tout cas, on a accès à des outils aujourd'hui qui se démultiplient, qui sont de plus en plus nombreux, qui sont assez attractifs. Et donc, on doit se créer une culture digitale, une culture numérique qui permette de les utiliser. Et si au niveau du management, on en est encore à des vieux réflexes, à fouetter des commerciaux par exemple, en leur imposant un certain quota de rendez-vous terrain, alors qu'en fait, beaucoup de choses peuvent se passer par Internet, on arrive à des situations où c'est grippé, les décisions ont du mal à être prises, voilà, tout ce qu'on a pu comprendre sur le social selling ne se traduit pas dans des actions parce qu'au niveau du management, rien n'y encourage. Et ça, c'est pénible. Et tu parlais des chatbots. Tu as peut-être des infos sur le fait ou pas que, parce que LinkedIn aujourd'hui est en train de déployer la partie, je sais, Answer, c'est sur la partie anglaise de la plateforme, on peut taper des réponses apparemment prédéfinies. Moi sur la version française, je ne l'ai pas. Mais est-ce que tu penses que la partie chatbot, qui du coup maintenant est qui arrive à un stade avancé par exemple sur Facebook, oui. Est-ce que tu penses qu'on pourrait retrouver la même chose sur LinkedIn? Ou que c'est quand même un réseau qui a une utilisation différente de base de par le public peut-être? Alors, faut pas oublier que derrière LinkedIn, il y a Microsoft. D'accord. Microsoft a racheté LinkedIn pour 26 milliards, je crois, c'est en 2016. Donc, un montant assez important. Microsoft, c'est une société qui se positionne aussi sur le sujet de l'IA, l'intelligence artificielle. Et on va avoir une accélération, en fait, des capacités, des outils disponibles. Je crois que sur Facebook, le nombre de bots que j'avais vu passer à une époque, c'était 36 000 bots qui étaient déployés, qui permettaient de faire différentes choses. Microsoft a essayé par exemple avec Skype, qu'on est nombreux à utiliser. Skype, sinon ça permet de faire la visioconférence, de chatter en équipe. Et donc, dans cette dernière version, Skype a intégré des chatbots. Alors, ça donne pas forcément de bons résultats. Enfin, moi personnellement, j'ai pas été épaté. J'en ai pas non plus eu l'usage. Mais ce qui est sûr, c'est que on a une lame de fond qui est en train de déferler vers nous, qui est celle de l'intelligence artificielle. Alors, ça va se traduire par des chatbots, par différents outils, différents technos. C'est évident qu'elles vont arriver. Alors peut-être sous différentes variantes, mais si aujourd'hui elles sont très actives sur Facebook, de la même manière que LinkedIn s'est mis à la vidéo en suivant les traces de Facebook, c'est pour moi évident que LinkedIn à terme va déployer une stratégie autour des chatbots.
Donc comment est-ce qu'on fait pour alimenter sa veille par rapport à ça? Tout simplement déjà, on commence à comprendre ce que nous propose LinkedIn, comment vivent ces écosystèmes, où sont les acheteurs aujourd'hui, et on fait en sorte de, pourquoi pas, se créer une petite culture par rapport au sujet. Aujourd'hui, par rapport au chatbot, on peut aller sur, il y a différentes startups, même françaises, qui existent sur le sujet. On peut aller sur des sites pour tester en mode freemium la programmation d'un petit chatbot. Il y a des situations où on peut intégrer dans sa... Alors tu penses à quel site, par exemple, pour ces personnes qui... Alors là j'ai pas de nom en tête, mais j'ai rencontré différents acteurs de marché sur ces sujets. Là, par rapport à l'IA, je pensais plus à une approche contenu avec Asimov, qui est une boîte intéressante, qui a été distinguée récemment. Ils ont un bel article dans la presse américaine. Mais pour le coup, non, enfin en termes de chatbot, il y a ManyChatbot. Voilà, tout à fait. Tu as ManyChat, tu as ChatFuel, si tu veux, oui, voilà. Faire des essais. C'est vrai que c'est très bien pour les gens qui veulent essayer de mettre un chatbot sur la partie Facebook, et aussi même de le mettre directement sur leur site internet. Pour envoyer sur Facebook, ça marche. Ça peut très bien fonctionner. Effectivement. Alors pour l'anecdote, en fait, il y a bien longtemps, j'ai été jury pour Laval Virtual, en fait, qui est un événement qui existe toujours. D'accord. J'étais jury d'une compétition de chatbot. D'accord, ok. Voilà. Super. Et à l'époque, je me souviens, donc je te parle de ça, on était en 2004, 2005, ça remonte à très très longtemps. Et donc pour le coup, à l'époque, j'avais été assez intéressé par l'approche et en même temps déçu par les résultats. Et encore aujourd'hui, il y a des chatbots, parce que chatbot, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Enfin, on peut avoir une intelligence artificielle très poussée, comme on peut avoir des scénarios de questions-réponses assez basiques. Et donc, aujourd'hui encore, on a des situations où ça va être décevant. Moi, ce que je constate, c'est que on a énormément de situations où on peut créer des interactions très simples avec des schémas de questions-réponses assez faciles à identifier, qui vont faire qu'effectivement on va créer une relation, on va créer de l'engagement. En fait, le chatbot, à quoi est-ce qu'il sert? Il sert à peut-être parfois arriver au même résultat, mais avec un chemin beaucoup plus simple pour l'internaute, pour l'utilisateur. Je vais prendre un exemple. À une conférence, j'ai animé deux journées de conférence autour du cloud il y a quelques temps, quelques semaines. Et on avait un intervenant qui parlait des chatbots qui avaient été déployés sur un site de rencontre. Et en gros, le chatbot permettait, en posant différentes questions, d'avoir les mêmes réponses que celles que l'internaute aurait données en remplissant un formulaire, sauf que au lieu de passer par un formulaire chiant, compliqué, long à remplir, on avait plusieurs questions en mode dialogue, où j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui m'écoute, qui éventuellement me fasse des suggestions, et je répondais par petites touches successives. Et en fait, ça permettait d'avoir un taux de conversion, c'est-à-dire un nombre au final d'inscriptions beaucoup plus important, enfin c'était je crois 30-40% de mémoire. On avait beaucoup plus d'inscriptions du simple fait d'avoir utilisé un chatbot pour étape par étape amener l'internaute à remplir ce formulaire qu'autrement, historiquement, auparavant, il aurait rempli en se tartinant une page complète avec une douzaine de questions. Et donc c'est quelque chose de relativement simple. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir essaimer de différentes façons, notamment sur LinkedIn. C'est vrai que c'est une évolution qui arrive. Moi, je vois, ça m'arrivait de faire des posts où des fois j'arrive à atteindre, je sais pas, même quasiment 200 commentaires. J'aimerais bien après arriver automatiquement à pouvoir recontacter ces personnes et leur envoyer même un contenu plus qualitatif. Et c'est vrai que ça quelque chose d'automatisé, enfin quelque chose que, si on pouvait automatiser ce genre de choses avec comme on peut faire déjà sur Facebook, on peut envoyer des messages automatisés, notamment sur certains types de commentaires. Ça serait hyper pratique sur LinkedIn, ça c'est sûr et certain. Et ça va arriver très vite. En fait, le nombre d'outils qui sont disponibles sur Internet via le cloud notamment pour déployer des stratégies qui permettent d'améliorer les ventes ou le marketing, ce nombre d'outils est en train d'exploser. En 2011, on était, on va dire une centaine d'outils qui permettaient de faire de l'inbound, de gérer de l'email, enfin différentes choses liées à tout un éventail d'approches marketing. Bon. L'année suivante, ça a doublé. L'année suivante, ça a encore doublé. On est passé de 100 à 200, à 500, à 1000. Aujourd'hui, on estime que l'éventail des outils qui sont accessibles parfois pour quelques euros, parfois pour 0 € sur Internet pour commencer à entrer dans une action, à déployer quelque chose au niveau de son marketing, ce nombre d'outils, il a dépassé les 5000. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on n'est pas déjà un peu actif sur les réseaux sociaux et on va dire si on ne se prépare pas à une forme de culture numérique qui permette d'utiliser ces outils qui sont déjà existants mais qui vont encore se multiplier, arriver très très vite tout autour de nous, ça va être très difficile de suivre.
Donc il ne s'agit pas de faire peur, j'ai pas envie non plus de mettre la pression inutilement, mais il faut vraiment prendre conscience que les technologies sont en train de se développer de façon assez spectaculaire. Il y a une interdisciplinarité des métiers qui font que l'intelligence artificielle se greffe au monde du marketing, on a les neurosciences qui permettent de comprendre encore davantage de choses. Tout ça, ça permet, on va dire, d'élargir ses horizons, de gagner en efficacité, on peut avoir des résultats assez spectaculaires. Mais en même temps, ça demande une forme d'ouverture d'esprit. Il faut accepter de se former, de consacrer un petit peu de temps, un petit peu d'énergie à ces nouvelles plateformes, à ces nouvelles technos. C'est sûr que ça suppose quand même une implication personnelle qu'il faut avoir. Si la personne n'a pas envie de faire d'elle-même ce genre de démarche, bon, c'est vrai que c'est compliqué. Il ne faut pas croire non plus que c'est magique aussi, je crois, ce qu'on peut aussi arriver à atteindre sur les réseaux sociaux, ça demande du travail et surtout de la régularité. Exactement. Moi je dis souvent, c'est pas un marathon, c'est un Ironman. Il faut vraiment s'engager sur le temps. On peut quand même avoir des belles surprises, c'est-à-dire qu'on peut avoir des très beaux résultats, on peut avoir des étincelles comme ça. Je pense notamment au fait de prospecter. Enfin, imaginons, on est une entreprise, on a envie de travailler avec un client donné. C'est clair que si on avait sous-estimé LinkedIn et qu'on commence à identifier que sur telle structure, on a tel ou tel type de personnes intéressantes à aller voir, si on comprend mieux que l'actualité de telle ou telle boîte, de telle ou telle équipe dans une entreprise, c'est ceci ou ça, et ben, ça donne des clés pour être un peu plus efficace quand on va prospecter. Bon. Et donc là, on a des situations où on peut vraiment jouer un rôle d'accélérateur. Après, il y a aussi un aspect important et il encourage beaucoup de gens à aller sur LinkedIn, c'est cette notion d'employabilité, c'est le fait de pouvoir aussi travailler pour son futur à une forme d'aisance par rapport au numérique, parce qu'on comprend bien que voilà, c'est autour de nous, ça fait partie du paysage et c'est intéressant de pouvoir l'utiliser pour développer son activité, pour développer ses ventes, mais en même temps, dans une logique de progression personnelle, si on développe sa capacité à communiquer, si on développe sa capacité à faire savoir ce qu'on fait, et aussi on y trouve du plaisir, on devient quelque chose de beaucoup plus intéressant au fil du temps pour les entreprises qui voient clairement s'exprimer les capacités de communication. Et quand on est dans un monde où l'information prend de plus en plus de valeur, savoir communiquer, c'est quelque chose qui représente un vrai atout, un vrai enjeu. Et donc finalement, on devient un profil aussi de plus en plus intéressant. Et donc savoir maîtriser une forme de communication, une forme d'action de prospection, de développement de visibilité sur LinkedIn, c'est quelque chose qui nous donne une corde de plus à notre arc, quel que soit notre métier. C'est tout à fait encore 100% d'accord encore avec ta réponse. On va bien trouver des choses sur lesquelles on ne sera pas d'accord. J'espère. Je voudrais qu'on revienne quand même un peu sur la partie création de contenu. Donc, tu sais que le podcast, c'est le podcast Interaction. Est-ce que toi, tu as quelques secrets, quelques techniques à partager pour faire en sorte que tes messages, ce que tu véhicules sur LinkedIn, ça soit un peu plus vu? Voilà, est-ce que tu as des choses que tu mets en place, que tu pourrais partager? Écoute, moi, si tu veux des vues, tu mets des photos de petits chats ou une jolie nana. Oui. Ouais. Non, c'est une boutade, mais en fait, hier sur LinkedIn, j'ai vu un post de quelqu'un, un professionnel, qui disait mais il y en a marre de ces messages à la con, des messages superficiels qui n'apportent rien. Moi, j'ai envie de sens, j'ai envie de fond, j'ai envie d'apprendre des choses. Bon. Et il faut bien prendre en compte le fait qu'effectivement on est tous à la recherche de visibilité par rapport à ce qu'on fait, mais que ça n'est pas le nombre de likes ou de partages qui va compter, c'est l'engagement que les gens vont avoir par rapport à ce qu'on fait. Et tu as des situations, c'est plus intéressant d'avoir 10, 20, 50 personnes seulement qui interagissent sur un contenu, mais qui sont les personnes qui t'intéressent vraiment, plutôt que 1000, 5000 ou 10 000 qui finalement, sont certainement des personnes intéressantes, mais qui ne vont pas être en relation avec ton actualité à toi, ou ni même intéressées par tes offres. Donc en gros, la problématique du chiffre, elle est secondaire. Il y a cette notion de ciblage, d'engagement, de la qualité du réseau, de l'interaction, bon bref. Alors après, comment est-ce qu'on peut faire, une fois qu'on a bien compris l'idée de visibilité auprès des bonnes personnes, comment est-ce qu'on peut faire pour être plus efficace, c'est-à-dire avoir effectivement un peu plus de rayonnement, plus de likes. Bon. Alors il y a plusieurs façons de travailler son approche. Bon, d'une part, on peut s'intéresser à ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire en gros comment est-ce qu'on peut donner à voir, faire visualiser des choses par rapport à ce qu'on fait. Si on a un contenu qui se contente de dire voilà, nous on fait ça, on est les champions, et qu'on ne met pas en perspective, qu'on ne raconte pas de choses qui permettent aux gens de se représenter vraiment ce qu'ont pu être les difficultés, par exemple, ce qu'a représenté le travail
nécessaires pour arriver à tel résultat. Si on ne donne pas ça à voir, on a un contenu qui va être relativement plat. Donc il ne faut pas hésiter à rentrer dans l'anecdote parfois, à partager des émotions, des ressentis. Alors il ne s'agit pas non plus de tartiner de l'émotion à longueur de ligne, mais si on commence déjà à intégrer cette notion en soi, ça nous permet de lâcher un peu la bride. Et on se rend, on s'autorise à soi-même. On s'autorise à soi-même le fait de pouvoir communiquer sur ce qu'on est en tant que personne. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau pour nous, Français. On n'a pas cette habitude de lâcher une part de nous-mêmes, de dire ce qu'on pense. On n'a pas l'habitude d'utiliser le jeu même pour, en tant que pro, parler de notre sujet. Et là, sur LinkedIn, c'est ce à quoi la plateforme nous invite. Les Anglais, les Américains sont beaucoup plus à l'aise par rapport à ça. C'est nouveau pour nous, les Français. Les Latins, on va dire. D'accord. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a cet aspect storytelling. Et après, il y a des éléments qui permettent d'accélérer les choses. Et alors, tu sais peut-être qu'avec des camarades, on évangélise autour du pitch. Ouais. On cherche à faire connaître, à partager des connaissances autour de ce qu'on appelle le pitch, c'est-à-dire cette capacité qu'on a tous, chacun, à être capable d'intéresser, avec la bonne approche, avec les bons éléments de langage, et faire en sorte qu'on gagne le droit successivement au fil des minutes de continuer la conversation et d'aller encore un peu plus loin. Et bien souvent on pense au pitch, à l'élévateur pitch, le pitch dans l'ascenseur qu'on fait aux super clients, aux milliardaires qu'on croiserait dans l'ascenseur et qu'on doit essayer de convaincre en 30 secondes. Donc bien souvent on considère que l'élévateur pitch c'est ça. En fait ce pitch de 30 secondes, 1 minute, en fait il nous donnerait le droit, s'il est réussi, de pouvoir continuer, d'avoir encore 1 ou 2 minutes pour prolonger la conversation, continuer d'intéresser la personne qu'on a en face de nous et lui permettre de prendre conscience au fil des minutes que justement ce qu'on a à proposer, notre offre de valeur, notre service, notre produit a de l'intérêt pour elle. Et d'aller vers une conversation. Donc là on n'est plus dans le monologue. Le pitch, c'est vrai que c'est soi-même qui parlons, on trouve ces éléments de langage, on les délivre à l'autre et ensuite la conversation peut démarrer. Mais pour le coup, ce qu'on a constaté en organisant à Paris des pitch parties, mais qui vont pouvoir avoir lieu un peu partout en France, c'est que face caméra, avec le dispositif que mon camarade Frédéric Bascunana a mis en place, on a une éclosion. Les gens sortent de leur bulle, découvrent qu'ils sont en capacité de communiquer, ils deviennent de vrais médias, c'est ce que les plateformes nous proposent, avec la vidéo, on devient individuellement, chacun, comme un média. Et en prenant la parole face à une caméra, avec des projecteurs, face à un public, en fait on prend conscience qu'on a des choses à partager, et quand les gens applaudissent, quand les gens réagissent, posent des questions, on se rend compte que waouh, on a une expertise à transmettre, on a des valeurs à faire passer. Et quand on le fait avec de l'humanité, face caméra, on explose tout. Parce que on casse les codes du marketing classique, de la brochure papier qui sent le pipeau marketing à 12 km. On crée une proximité immédiate, parce qu'on est dans la relation d'humain à humain. Et quand j'explique que le social selling, c'est le développement d'une relation interpersonnelle, je parle aussi de cet aspect-là, c'est-à-dire créer une relation qui s'appuie sur le ressenti, sur les valeurs, sur les émotions. Et donc on n'est pas seulement là pour pousser des offres, on est aussi là pour bâtir une vraie relation humaine. Et avec les pitchs, on a senti, il y a une véritable accélération qui s'est faite pour certaines personnes. Et le fait de capter en vidéo un pitch, c'est déjà un premier contenu qu'on peut publier sur LinkedIn. Tout à fait, c'est un super conseil. Je pense que c'est vraiment, il faut accepter. Je pense que si on a des choses à apporter aux gens, de l'expertise, et après il y a aussi les gens qui ont peur aussi un petit peu du syndrome de l'imposteur. Ça c'est aussi un phénomène qui est très important, qu'on peut avoir même nous aussi des fois professionnels, parce que tu l'as dit qu'on est tout le temps en train d'évoluer et que c'est des plateformes qui évoluent tout le temps. Donc ce qu'on va dire peut-être aujourd'hui, peut-être que dans 3-4 mois, ça sera plus la vérité. Et ça fait partie aussi des choses qu'on peut améliorer. On arrive sur les dernières questions. Un bel échange. Ça va faire vraiment du bon contenu pour les gens qui nous écoutent. Non, c'est très bien, c'est très bien. Est-ce que tu aurais, du coup, quelques outils, quelques ressources peut-être aussi pour s'informer sur LinkedIn et pour, du coup, à terme, booster sa visibilité et peut-être aussi son business grâce à LinkedIn. Alors, en termes d'outils, je vais faire une petite confidence. Ce matin, je fais une formation et j'en ai présenté un qui est en fait pas un outil de social selling, mais presque, qui me permet de stocker tous mes mots de passe. Et en fait, dans mon outil, il y a 782 mots de passe. Bon. Donc des outils, en fait, j'en connais pas mal. Et j'ai décidé de communiquer, de faire connaître certains des outils seulement après avoir expliqué comment on pouvait les utiliser, parce que certains des outils
dans le monde du social selling, sont pour moi comme de la nitroglycérine. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux les utiliser, tu peux obtenir des beaux résultats. C'est-à-dire que si tu as un obstacle face à toi, tu peux faire exploser le rocher, mais ça peut aussi te péter la figure. Et il faut bien prendre conscience que quand on parle de social selling, bien souvent, on est donc dans la prospection, la vente, on veut aller vite, on veut gagner en visibilité. Il y a aussi un mot très à la mode qui est le growth hacking, c'est-à-dire l'accélération de la croissance. Donc on va chercher à utiliser des outils, des artifices pour aller plus vite. Et parfois certains se brûlent les ailes. Donc j'aurais des exemples à donner, je ne vais pas donner de nom, mais j'ai des exemples concrets de sociétés qui ont perdu l'accès à leur page, de personnes qui ont eu leur compte bloqué. Sur LinkedIn, du coup. Sur LinkedIn. D'accord. Ouais. Sur LinkedIn, c'est vrai que c'est plus rare et plus récent aussi. C'est-à-dire sur Twitter, des gens ont pu se faire bloquer leur compte en utilisant des outils de mass following, ce genre de choses. Sur Facebook aussi, Facebook a aussi communiqué sur le fait de nettoyer. Moi, j'ai suivi même de près des menaces que Facebook a obtenu la fermeture d'une boîte française qui proposait de l'achat de fans. On peut continuer d'acheter des fans aujourd'hui. Mais bref, il y a quand même un risque parfois à aller vers certains outils qui chercheraient à vous faire aller trop vite. Et c'est pour ça que quand je donne des noms d'outils, j'explique toujours le contexte. Voilà. Donc ça, c'est un premier préambule important. Et donc si on m'interroge sur le growth hacking, si tu me dis est-ce que tu connais des outils intéressants, ouais, j'en connais plein, mais je préfère savoir à qui j'explique leur usage. Très bonne démarche. Pour te donner quelques pistes, en termes d'outils, moi je pense que déjà le premier point, et c'est un point sur lequel beaucoup d'entreprises sont quand même en retard, c'est sur le fait de bien qualifier leurs contacts, savoir à qui elles parlent, et en savoir un peu plus sur leurs interlocuteurs, ne serait-ce que même par email, tu vois. Oui. Et moi j'ai greffé à mon email, moi j'utilise Gmail, un outil que je trouve assez fantastique qui s'appelle Full Contact. Full Contact. Alors, Full Contact, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça... À partir de l'adresse email d'un contact, ça scanne le web et ça va parcourir tous les jours plusieurs centaines de réseaux sociaux, je crois que c'est plus de 200, des réseaux sociaux sur lesquels la personne est susceptible d'avoir créé un compte. Et ça va te rapatrier la photo, ou bien le titre, la fonction de la personne, ça va te rapatrier des données et ça va mettre à jour ton carnet d'adresses. Et moi, il se trouve que sur mon téléphone mobile, j'ai à peu près 10 000 contacts. Et en fait, mon Full Contact joue le rôle comme d'une assistante, en fait, à carton. Ça met à jour ma base de données systématiquement en allant récupérer des nouvelles photos, en me disant que la personne a changé de poste, en me signalant un lien vers un réseau social que je n'avais pas forcément identifié. Et ça, en fait, ça me permet d'en savoir plus sur la personne. Donc ça, c'est un premier outil qui du coup, c'est en freemium ou en... ça doit exister en freemium. Alors, il y avait un concurrent historique qui était Rapportive, qui a été racheté par LinkedIn, mais qui est devenu moins intéressant. Il y en a encore d'autres. Des outils qui permettent de qualifier ses contacts, je pourrais en citer une palanquée. Il y en a un que j'ai découvert récemment, c'est un ami qui m'a fait découvrir ça, c'est Lusha. C'est assez spectaculaire. Oui, Lusha, je connais. Voilà, Lusha. Je ne sais pas comment ils font. Ça propose de récupérer le téléphone mobile de la personne. Notamment sur LinkedIn. En allant sur son profil. Ouais. Voilà. Tu peux récupérer son mail. Bon, le mail, tu peux le récupérer si tu l'as pas du coup en relation. Et il te propose aussi le numéro de téléphone. Mais je crois qu'après, si tu appelles, si tu te sers de ça pour appeler la personne ou la contacter, si la personne se rend compte que ça peut être considéré comme ce qu'on a dit au début du spam ou même de la, je connais pas exactement le terme technique, mais tu peux te faire attaquer pour. Oui, parce que tu n'es pas censé détenir cette information. En fait, effectivement, là, on boucle avec un sujet majeur qui est la construction de relation avec la personne. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire à quelqu'un qui peut compter, qui peut représenter des milliers, dizaines de milliers ou des millions d'euros pour ta boîte? Quel est le type de rapport que tu as envie de créer avec elle pour faire du business? Donc, à un moment donné, avoir un téléphone mobile, ça peut servir pourquoi? Éventuellement pour du ciblage sur Facebook. Voilà. Donc, il y a des situations où ça peut être utile, ça peut être intéressant de connaître certains outils. Après, c'est la façon dont on va les utiliser qui va compter. Voilà, donc Full Contact, c'en est un. Je pourrais en citer plein d'autres. Non, ceux qui pour toi te viennent comme ça, qui tu penses peuvent être intéressants à utiliser pour les gens qui peuvent nous écouter. Hein. C'est comme toi tu. Alors en fait, le problème c'est que j'en connais tellement que c'est difficile de trancher. Ça peut être utile, ça peut être aussi des ressources que tu pour ta veille, où tu te renseignes sur ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Voilà, ça peut être des sites en question. Oui. Alors bon, je vais prêcher pour ma paroisse. Évidemment, j'encourage à aller sur socialsellingclub.com. Donc j'ai une petite newsletter qui permet de partager du contenu. Je suis aussi très actif sur LinkedIn. Et
Après, en termes d'outils, j'utilise des outils de curation comme Feedly ou autre. Évidemment, si on s'intéresse à une thématique, on va mettre le mot-clé qui nous intéresse pour pouvoir régulièrement recevoir des contenus. Donc, alors, juste Feedly, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de faire un agrégateur de flux RSS. Et on peut se faire du coup directement, au lieu d'aller sur des sites internet le matin, on a tout sur Feedly avec un système de tableau de bord. Et on peut faire des classements par thématique. Alors, version freemium aussi et version premium. Moi, j'ai que la version freemium qui peut déjà rendre beaucoup de services. En fait, ça automatise ta revue de presse. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Très bien. Donc après, par rapport à la plupart des situations dans les entreprises, les gens ont besoin de CRM, les gens ont du mal à échanger les informations entre les équipes. Donc là, ça c'est aussi un sujet sur lequel ça bouge vite. On a des applications fantastiques qui existent aujourd'hui, qui demandent un investissement. C'est parfois quelques dizaines, quelques centaines d'euros, mais ça permet d'accélérer l'échange d'informations dans une boîte. Ça permet de beaucoup mieux suivre ses contacts. Et ça fait aussi partie des outils qu'on intègre dans sa stratégie social selling. Alors je pense à une question qui me vient maintenant, là. Qu'est-ce que tu penses du fait pour les gens de se mettre en LinkedIn Premium ? Alors, en fait, ça a plusieurs avantages. D'une part, ça te permet de passer outre la limitation du nombre de recherches. C'est-à-dire que moi, je suis assez actif, je fais pas mal de recherches et LinkedIn te bloque assez vite par rapport au volume de recherche sur LinkedIn. Donc ça, c'est un sujet majeur. Après, moi, j'utilise Sales Navigator, qui est l'outil payant, l'extension de LinkedIn, qui a son intérêt, qui a plein de défauts. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de reproches à faire à LinkedIn sur son appli Sales Navigator. C'est pas bien intégré dans le LinkedIn gratuit. Des fois, on doit cliquer plusieurs fois dans cette interface payante, alors qu'en mode gratuit, c'est beaucoup plus simple. Mais en même temps, ça permet de gagner du temps, parce que Sales Navigator, ça permet de filtrer ses contacts pour ne voir dans le flux d'actualité que les informations qui intéressent nos prospects. Et donc là, si on a peu de temps, on va avoir avec ce flux, cette sélection, peut-être que les contenus à liker de gens qui nous intéresseraient. Alors pourquoi liker ? Tout simplement, ça envoie une piqûre de rappel. Ça leur permet finalement de se rappeler à leurs bons souvenirs. Eux se souviennent de nous. Ça nous permet aussi de voir qu'est-ce qu'ils ont partagé, qu'est-ce qui les intéresse, de rebondir dessus. On peut ensuite envoyer un petit message privé pour rebondir sur cette actualité. Publiquement, on peut aussi le faire. Moi, j'ai des anecdotes assez amusantes sur des interactions, enfin des situations où on peut être visible auprès des décideurs qui comptent. Je vais donner un exemple. Excuse-moi, donc par rapport à Sales Navigator, on ferme la petite parenthèse très rapide, mais c'est intéressant de comprendre à quel point le social selling c'est important et en même temps quelque chose qui coince encore chez beaucoup de personnes. Un exemple. Tu as le patron de Decathlon, le patron de Decathlon Pro, donc qui est la filiale de Decathlon qui s'occupe des collectivités, des mairies, des grandes entreprises et qui équipe ces structures-là avec des équipements sportifs, peut-être pour les comités d'entreprise ou autre. Decathlon arrive sur le marché américain. C'est un sujet majeur. C'est une belle marque mondiale, internationale, Decathlon, qui souhaitait vraiment se développer, et elle lance, donc le patron de Decathlon Pro annonce le lancement du premier magasin Decathlon à San Francisco. Je crois que c'est à San Francisco. Premier magasin sur le marché américain. Waouh, c'est une info majeure pour eux. Il publie une petite photo, quelques mots, et derrière, il y a 30, 40, 50 likes. Et il y a 2 commentaires. Bravo, bravo. C'est-à-dire que par rapport à une situation où le patron d'une entité qui quand même a un certain poids, qui est en capacité probablement de décision sur plein de sujets, qui peut être un prospect important pour pas mal de boîtes, on a 30, 40, 50 personnes qui n'ont pas été plus loin que simplement cliquer sur le like parce qu'elles n'ont pas osé prendre la parole, elles n'ont pas osé donner un petit avis, elles n'ont pas osé peut-être mettre en perspective ce qu'elles pourraient apporter par rapport à ce lancement sur le marché américain, alors que c'est une opportunité. De la même manière que dans un salon, on peut rencontrer des pros et engager la conversation avec eux, sur LinkedIn, on a des situations, on pourrait tout à fait imaginer, d'engager la conversation pour prêcher la bonne parole, parler de ses services, parler de soi, mais en apportant de la valeur à un professionnel. Et là, en l'occurrence, si moi j'étais un business développeur sur le marché international, je dirais félicitations à Decathlon, je donnerais un conseil pour pouvoir se développer dans les différents étages, j'alerterais sur un point, je dirais... Voilà, j'essaierai de partager une information qui donne de la valeur, un chiffre, et évidemment, ça, par ricochet, ça donnerait à voir mon profil, ça me permettrait d'être visible auprès de ces personnes, et ça me rendrait légitime pour pourquoi pas prendre contact plus tard avec cette personne. Et il y a des situations comme ça où en fait je me suis rendu compte qu'en commentant sur des échanges où les gens ne souhaitaient pas forcément prendre la parole, mais simplement en commentant, on pouvait bien souvent créer un début de conversation, et de fil en aiguille, finir par échanger avec des gens d'assez haut niveau.
Et là, cet exemple de Decathlon, c'en est un. Il y en a encore d'autres récents, j'ai plus le nom en tête, mais toujours pareil, un décideur d'assez haut niveau communique une information sur sa boîte. On a un certain nombre de likes, mais les gens n'osent pas prendre la parole et valoriser. Alors, il ne s'agit pas non plus d'arriver avec ses gros sabots en tant que commercial, mais n'arrivent pas à mettre en perspective cette information avec leur expertise à eux pour valoriser une information, un regard, un avis. Et aller un peu plus loin que le simple « bravo, c'est bien ». Voilà. Donc ça, c'est un apprentissage que les gens sont en train de faire et ça ouvre des horizons en termes de networking, de développement de la prospection. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui, à mon sens, fait partie de cette nouvelle intelligence, nouvelle intelligence comportementale du vendeur. D'accord, ouais, ça c'est un bon conseil du coup de ne pas hésiter à donner son avis, prendre la parole quand c'est des décideurs du coup qui s'expriment sur LinkedIn. Voilà, alors après il faut se gratter un petit peu la tête pour essayer de voir quel apport de valeur on peut faire, mais quand on discute avec un pro, très très vite, il suffit de lui poser des questions, on se rend compte que tout de suite il a des choses intéressantes à dire, il a des retours d'expérience, il a parfois 5, 10, 20 ans d'expérience sur son marché, il est capable de prédire qu'est-ce qui peut générer un problème, un dépassement de budget, faire qu'une opération plante. Il peut aussi signaler une réussite et dire bah tiens, dans telle boîte ils ont fait la même chose, ça a très bien marché pour eux. C'est peut-être un exemple à suivre pour la personne qui a publié son actu et qui sera ravie de savoir que y a un autre acteur de marché qui a déjà, j'ai envie de dire, qui a déjà anticipé sa démarche et peut-être 2 ou 3 ans d'avance sur son parcours. Il y a plein de situations comme ça, on peut aider les autres et ce sont autant de prétextes qui permettent de faire du business. D'accord, d'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais conclure sur la partie premium? Est-ce que tu conseilles à quelqu'un du coup qui crée son compte LinkedIn de passer ou pas en version premium? Non, pas tout de suite. En fait, l'idée c'est d'abord d'être à l'aise par rapport à l'outil. D'accord. Commencer déjà en mode gratuit à utiliser tout ce qui est disponible parce qu'on peut déjà faire pas mal de choses. Et à partir du moment où on commence à, on va dire, pousser la bête dans ses retranchements, notamment faire pas mal de recherches avec le moteur de recherche, ou bien si on a besoin d'aller un peu plus loin dans les filtres pour pouvoir identifier des grosses entreprises, plutôt en région parisienne, qui ont plus de 500 salariés ou plus de 10 000. Bon bref, si on a, on va dire, une certaine finesse à avoir dans ses actions, à un moment donné, on va être un petit peu limité par l'offre gratuite, comme c'est souvent le cas avec plein d'outils ou d'applications sur Internet. Gratuitement, on peut goûter au produit, mais si on veut aller plus loin, il faut payer. Et là, c'est pareil. Donc, à partir du moment où on a constaté que, ok, on a identifié des actions qu'on pouvait mettre en place, on est à peu près à l'aise avec l'outil, on a envie d'aller un peu plus loin, là, ça vaut la peine. Moi, j'ai parfois des sociétés qui m'appellent, qui me disent, bon, bah voilà, on a acheté des licences Sales Navigator, est-ce que c'est possible de former nos commerciaux pour les mettre dessus? Je dis, mais vous avez mis la charrue avant les bœufs, là, c'est pas ça. Comprenez d'abord ce que LinkedIn et cet écosystème, ces plateformes numériques permettent de faire. Voyez ce que vous arrivez à en faire, j'ai envie de dire gratuitement, et puis ensuite on peut monter en puissance. Alors effectivement, il y a des situations où le fait d'investir dans des licences, ça va aider à aller plus vite. Mais en même temps, si les fondamentaux ne sont pas là, ça sert à rien. Et là, c'est un vrai paradoxe. Les personnes que j'ai pu avoir au téléphone ont pu me dire par moment, on a acheté des licences Sales Navigator, personne ne les utilise, on n'a personne d'actif sur LinkedIn. Ok, donc ça veut bien dire que vous n'êtes pas pris les bonnes choses. Mais bon, tout s'apprend, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est simplement à un moment donné de se reposer et puis d'échanger. Voilà, donc moi je suis là pour ça. Aider à y voir clair sur la façon dont on peut avancer, la bonne chronologie, les bonnes actions à mettre en place. Bon, super Didier, merci pour cet échange. Où est-ce que du coup on peut te retrouver si on souhaite te solliciter? Alors pour le coup, j'ai socialsellingclub.com, qui est la plateforme qui me sert en e-learning. Hein. C'est un site qui me sert surtout à ventiler du contenu privé pour mes clients. Je publie encore peu de contenu gratuit, mais je veux vraiment monter en puissance par rapport à ça. Donc c'est un vrai paradoxe pour quelqu'un qui vient du monde du contenu et qui a un certain savoir-faire sur le sujet. Donc je produis beaucoup peu. Beaucoup trop peu pour l'instant, mais pour le coup socialsellingclub.com et évidemment LinkedIn, donc il suffit de taper dans le moteur de recherche mon nom, Didier Castelnau. Après pour me trouver aussi c'est très facile, il y a Google, si on tape mon nom je suis j'ai squatté toutes les réponses de la première page, donc ça sera facile. D'accord, de trouver. Ah oui, tu as fait un maillage assez précis. Pas forcément, mais disons que je suis actif sur internet depuis un certain temps, donc on finit par me trouver. Historique, d'accord. Mais on mettra le lien du coup de ton site dans la description du podcast. C'est gentil. Et merci beaucoup pour cet échange, c'est toujours très enrichissant, même pour moi de rencontrer des gens. Le podcast aussi, c'est l'intérêt aussi, c'est de pouvoir qu'on puisse aussi aller à la rencontre des professionnels. Et je pense que les gens qui nous ont écoutés ont appris plein de choses. Donc merci beaucoup pour ça. Merci à toi. Et je te dis du coup à bientôt sur LinkedIn. Au plaisir. Merci, au revoir. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode.
Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn à Julien Bréal et Julien Pibouret. À bientôt.